La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Grand Angle. Alors, en direct sur les ondes de Radio Ifriqiya FM. Alors, cette radio qui, là, juste avant cette émission, nous a fait vraiment plaisir d'écouter ces sons et ces sonorités africaines. Alors, quel plaisir de commencer cette émission avec ces sons africains. Alors, avec moi aujourd'hui dans Grand Angle, on va débattre surtout du Soudan, de cette guerre fratricide au Soudan, qui a fait actuellement jusqu'à 12 000 morts, et on est à 7 400 000 déplacés, sans compter les maladies, le manque de médicaments. C'est une région qui est complètement ravagée par une guerre, mais malheureusement, ce qui nous fait mal, c'est que cette guerre, elle est provoquée, elle est pilotée par des puissances étrangères, et ce qui est encore plus décevant, c'est qu'un pays arabe est derrière tout ça. Alors, pays arabe, je ne pense pas qu'on puisse continuer à l'appeler pays arabe puisqu'il ne veut pas le bien des Arabes. Le Soudan est un pays arabe, mais malheureusement, il en paye les frais de cette course et cette sous-traitance des puissances étrangères par d'autres pays arabes sur la déstabilisation du continent africain. Alors, avec moi, Monsieur Zine Sharfawi, comme d'habitude, qui aujourd'hui, et je le comprends, avec la scène politique, on n'arrive plus à trouver un peu sa place. Aujourd'hui, il est à droite. Et avec nous, quel plaisir de ne pas le laisser dormir, le docteur Ahmed Ben Saada, à partir de Montréal. Bonjour, docteur Ahmed Ben Saada. Est-ce qu'on a le contact avec le docteur Ahmed Ben Saada? Bonjour, Ahmed. Oui, bonjour, monsieur Mediouni. Et bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique, comme d'habitude, voilà. Ahmed Ben Saada qui est en pleine période de froid au Canada, donc il a les idées fraîches. Voilà. Oui, voilà. Plutôt les idées congelées. Bienvenue, merci d'avoir répondu et merci d'avoir évité de dormir pour rester éveillé jusqu'à maintenant. Merci. Alors, Zine Sharfawi. Oui. Le Soudan, qui est derrière tout ce massacre de population et parce que le Soudan, certains spécialistes ils pensent même qu'on va partir vers une autre partition du Soudan. Alors, quelle est la lecture que vous faites justement de cette crise soudanaise? Alors, avant de vous répondre, je présente un grand bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci pour votre invitation. Avant de répondre à la question, il serait peut-être intéressant de planter le décor. Alors, quelle est la situation actuellement au Soudan après 9 mois de guerre civile? Parce qu'il faut rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que la guerre au Soudan a commencé le 15 avril 2023. Et petit à petit, on s'achemine vers pratiquement une année de guerre. Alors, au plan humanitaire, vous en avez parlé tout à l'heure, la situation est catastrophique. Et au plan politique, la situation est dans l'impasse. Je m'explique. Pourquoi la situation est catastrophique au plan humanitaire? Vous l'avez dit dans votre présentation, nous avons des déplacés internes, des déplacés externes qui se comptent par millions. Actuellement, nous ne sommes pas loin du 7,5 millions de déplacés externes et de déplacés internes, ce qui fragilise les pays voisins du Soudan. Vous avez au premier chef, les gens s'enfuient vers le Tchad, qui est déjà un pays qui vit d'énormes difficultés à la fois humanitaires et politiques. Et vous avez aussi des déplacés internes. Donc les derniers déplacés internes sont ceux de la circonscription de El Jazira, la ville de Oued Madani, qui a été prise la semaine dernière par les forces de soutien rapide du général Hamdan Daglo, a poussé 600 000 Soudanais à fuir la circonscription. Et
en plus de ces chiffres-là qui est déjà énorme, c'est 7 millions et demi de déplacés, nous avons 24 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école et qui aujourd'hui souffrent de la faim, de maladies, etc. Et donc c'est le chiffre est accablant. La situation est terrible. Aucune région du Soudan n'est épargnée par la guerre. Pratiquement la guerre touche toutes les régions du pays. Donc vous avez une situation là humanitaire qui est terrible et qui s'aggrave de jour en jour parce que, comme vous l'avez dit dans votre présentation, nous n'avons pas les prémices aujourd'hui d'un accord entre Hamdan Daglo et le général El-Burhan. Donc au plan politique, effectivement, au plan politique et sécuritaire, c'est dans l'impasse. Aujourd'hui, les deux parties ne veulent pas s'asseoir autour de la table des négociations pour discuter les termes d'une cessation du conflit. Donc, pourquoi la guerre au Soudan ? Le Soudan, malheureusement, a vécu jusqu'à 2009 sous une dictature militaire terrible. Le Bachir est resté une trentaine d'années au pouvoir. Il a été chassé du pouvoir en 2019 après des manifestations de la faim. Donc, il a été poussé vers la porte de sortie par l'armée. Mais depuis 2019 à nos jours, les Soudanais, les forces politiques soudanaises et l'armée n'arrivent pas à s'entendre sur les termes d'une transition. Et vous l'avez dit aussi, parce que vous ne nous avez pas laissé grand-chose à dire, effectivement, cette situation risquerait effectivement de pousser le Soudan vers une nouvelle partition. Parce que, vous le savez tous, en 2011, le Soudan a perdu sa partie sud, qui est devenue le Sud-Soudan. Et aujourd'hui, donc, c'est cette guerre fratricide entre deux généraux qui se disputent le pouvoir risquerait d'aboutir à une nouvelle partition. Et ce qui rajoute de la crise à la crise, c'est qu'effectivement, le Soudan fait l'objet aujourd'hui d'ingérence. Il y a un certain nombre de pays qui attisent la crise et qui rend difficile la recherche d'une solution politique et pacifique. Merci Zine Chafaoui pour votre analyse et votre présentation assez exhaustive de cette situation au Soudan. Alors, monsieur le docteur Ahmed Ben Saada, avec ses idées congelées, j'aimerais bien qu'il nous fasse sa lecture sur cette situation au Soudan. Alors, ce qu'il faut dire, on a déjà parlé du Soudan il y a quelque temps, et la situation, du moment où on en a parlé jusqu'à maintenant, la situation est devenue désastreuse. Vous avez bien dit qu'il y avait au-delà de 12 000 victimes, dont 90% sont des civils. Il y a plus de 7 millions de déplacés. Il y a 18 millions de personnes qui sont menacées de famine aiguë, et ce chiffre a été donné par le Programme alimentaire mondial. Et il y a des épidémies de choléra qui touchent pratiquement toutes les villes soudanaises. Donc cette situation est une situation intolérable dans un pays qui est riche, qui devrait jouir de la paix et de la sécurité. Mais malheureusement, le conflit entre les deux belligérants, que ce soit le général Hamdati ou le général Burhan, est alimenté par des pays et des puissances étrangères, et en particulier donc le pays dont vous venez de parler, c'est-à-dire les Émirats arabes unis. Mais il faut dire aussi que les Émirats ne sont pas juste présents au Soudan, ils sont présents aussi en Libye. On en avait parlé quand on a parlé de la situation dans ce pays, et aussi ils étaient présents au Yémen, mais ils étaient présents en Syrie, partout. Ce pays a pour caractéristique de s'engouffrer dans tous les conflits qui touchent les pays arabes, pour les jeter de l'huile sur le feu, pour les envenimer et en tirer profit.
dans le cas du Soudan, on sait très bien que les Émirats sont acoquinés avec le général Hamdati des forces de soutien rapide, qui en fait gère, profite de la manne des mines d'or qui se trouvent au Soudan et qui sont sous contrôle de Hamdati depuis très longtemps, donc depuis bien avant l'origine du conflit, c'est-à-dire le 15 avril dernier. Récemment, donc, cette animosité entre le Soudan et les Émirats a été mise à nu par le numéro 2 de l'armée soudanaise, donc le second du général Burhan, qui a dit que les Émirats étaient un État mafia, ce qui a provoqué un problème diplomatique entre les deux, et les 15 diplomates émiratis ont été expulsés. Ouais. Allô? Oui. Ouais. Donc, voilà, l'expulsion des diplomates émiratis fait suite à la découverte de tout un réseau d'espionnage. D'ailleurs, je viens d'apprendre aujourd'hui aussi qu'il y a un réseau d'agents du Mossad qui sont émiratis, qui ont espionné au profit du Mossad à l'intérieur de Gaza. Et ça, ça démontre à quel point cet émirat est devenu nuisible pour la stabilité des nations. Oui, absolument. Les Émirats constituent un peu le cheval de Troie de l'entité sioniste, à la fois dans les territoires palestiniens occupés, mais il est à se demander aussi si, effectivement, au niveau africain, il ne sert pas les intérêts de cette même entité. Mais pour revenir au dossier du Soudan, aujourd'hui, le rapport de force, semble-t-il, justement grâce aux dizaines ou centaines de millions de dollars qui lui parviennent, Hamdan Daglo aujourd'hui est en position de force. Hamdan Daglo est... D'ailleurs, en reprenant cette ville que vous avez citée tout à l'heure, il reprend une position stratégique. Et ça, justement, les gens disent, je ne sais pas, j'attends que vous poursuiviez sur ça, mais je voulais juste dire que, d'après des experts, des observateurs de la scène soudanaise, sous habillage d'aide humanitaire, les Émirats ont justement apporté un soutien logistique militaire à Daglo. Absolument. L'information est confirmée par de nombreuses sources. Effectivement, les Émirats alimentent Hamdan Daglo en armes, en munitions, mais aussi en fonds. Donc, c'est grâce à ce soutien militaire qui est massif. Il faudrait peut-être aussi dire que le maréchal Haftar, qui est le chef qui actuellement contrôle tout l'est de la Libye et une grande partie du sud de la Libye, soutient aussi militairement Hamdan Daglo. Donc aujourd'hui, Hamdan Daglo bénéficie du soutien à la fois du maréchal Haftar, des Émirats, mais aussi d'autres pays. On peut en parler tout à l'heure. Alors, tous ces soutiens-là font qu'aujourd'hui, sur le terrain, il est en position de force. Alors, il contrôle pratiquement Khartoum, et il contrôle la deuxième plus grande ville du Soudan, qui est Wadi Madani, qui est située dans la préfecture ou la circonscription de Al-Jazira. Et donc cette situation a poussé le commandement de l'armée soudanaise à s'établir au Port-Soudan. Donc si ça vous donne un peu un aperçu, donc sur le terrain, le rapport de force, il est là. Et au plan politique aussi, grâce au soutien émirati, donc le général Hamdan Daglo, qui jusque-là est dirigé, contrôlait surtout l'ouest du Soudan, le Darfour. Donc il a gagné des points au niveau diplomatique. Il a fait une tournée vers la fin du mois de décembre 2023. Il a fait une tournée en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, où il a rencontré des responsables politiques de très haut niveau. Il a rencontré par exemple le président kenyan William Ruto, et il a surtout signé un accord avec la coalition Taqaddum.
Et il a rencontré aussi l'ancien Premier ministre soudanais, Hamdok. Donc ça lui donne une forme de crédibilité, une forme de légitimité à la fois en interne et en externe. Et donc il y a des appels à la fois en interne et en externe, etc., en faveur d'une rencontre entre le général Hamdan Daglo et le général Burhan. Mais jusque-là, l'armée a rejeté toute idée d'accord ou toute idée de rencontre avec Daglo tant qu'il n'aura pas abandonné ses positions militaires sur le terrain. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, est-ce que, justement, ce que disent les observateurs, on a parlé maintenant du général Haftar, des Émirats et du soutien à Daglo, on sait aussi que les Émirats, ils ont des intérêts d'abord. Ils veulent assurer une sécurité alimentaire et au vu de la rarification des terres agricoles chez eux, ils se sont emparés de certaines terres très fertiles au Soudan. Mais je parlerai des groupes terroristes que les Émirats ont ramenés en Libye. Est-ce que ces groupes aussi sont injectés dans le soutien à Daglo, docteur Ahmed Ben Saada? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le général Hamdati dans la guerre du Yémen, a envoyé 7000 de ses soldats, donc les forces de FSR, au Yémen. Et ça a été compris comme une marque d'amitié entre Hamdati et les Émirats. Autre chose, Hamdati a envoyé aussi 3000 de ses soldats pour se battre avec, ce qui montre en fait qu'il y a une liaison entre la Libye et le Soudan à travers le travail des Émirats. Les Émirats actuellement aident aussi bien le général Hamdati que le général, et les aides sont conséquentes. On s'est rendu compte en fait que les Émirats utilisaient les forces Wagner justement pour acheminer des armes très sophistiquées au Soudan, par l'intermédiaire justement de certains pays comme la Centrafrique ou l'Ouganda ou directement au Tchad. Je rappelle aussi que les Émirats étaient présentes en personne avec leurs soldats et leurs armements lors de la destruction de la Libye en 2011. Donc c'est juste pour vous dire que ce pays-là n'intervient pas dans des conflits qui sortent de la zone arabe, mais il va toujours essayer de faire pourrir les situations et tirer profit. Par exemple, du temps de Omar al-Bashir, c'était Hamdati qui était chargé justement de distribuer les terres, et il en a profité aussi pour s'accaparer des mines les plus rentables, des mines d'or les plus rentables. Donc, cet axe-là qui s'appelle le Abu Dhabi Express qui alimentait la Libye à partir des Émirats, et a une connexion directe avec le Soudan, même si Abu Dhabi le réfute. Je rappelle aussi que ce pays, qui est les Émirats arabes unis, a essayé de contrer l'Algérie, donc avec des actions très hostiles, inamicales. Premièrement, dans l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité, il s'est opposé à la nomination de notre ancien ministre des Affaires étrangères, qui est Sabri Bokadoum, et aussi notre autre ancien ministre des Affaires étrangères, qui est Ramdan Lamamra.
et donc il a été extrêmement, disons, hostile à notre politique. Certaines sources disent que ils ont travaillé pour ne pas que l'Algérie fasse partie des BRICS. Vous voyez, même dans le cas de Gaza, donc le massacre de Gaza, la réunion de la Ligue arabe qui s'était faite assez rapidement pour essayer de bloquer le génocide des Israéliens contre les Palestiniens. Ils ont voté contre les propositions algériennes qui étaient de couper l'espace aérien pour les ravitaillements israéliens, l'espace aérien arabe, Ouais. et aussi couper le ravitaillement et la distribution du pétrole Au pays. à Israël. Exactement. Ce qui a fait dire à un analyste très connu, qui est Pepe Escobar, il a dit que en fait, il y a des pays très lâches dans le monde arabe, dont cité nommément le Maroc et les Émirats arabes qui ont voté contre ces résolutions qui étaient en fait en fait des résolutions très minimales. Oui, docteur Ahmed Ben Saada, je rajouterai ça à votre analyse que pendant la guerre, du moins l'attaque contre la Libye des forces de l'OTAN, ben moi je peux confirmer, ça c'est des données militaires, que les Émirats ont fait plus de sorties de combat en bombardant la Libye que toutes les forces aériennes de l'OTAN, hein, pour vous dire l'hostilité de ce pays à tous les pays arabes. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un État terroriste maintenant, que tout ça se met en place, parce qu'il y a l'axe du mal aujourd'hui, c'est Israël, le Maroc et les Émirats arabes unis. Les plans sont clairs, c'est déstabiliser des nations, des régions en Afrique, s'accaparer des richesses. Oui. Est-ce que ça, ce n'est plus des actes inamicaux, mais c'est carrément du terrorisme d'État, le fait d'intervenir dans les affaires internes, telles que alimenter la guerre au Soudan aujourd'hui? Oui, absolument. Et il faut juste rappeler que pourquoi aujourd'hui Haftar aide Hamdan Daglo à conquérir le pouvoir au Soudan, c'est parce que Hamdan Daglo a lui-même prêté des mercenaires à Haftar pour essayer de mettre la main sur Tripoli en 2019, ce que Haftar n'a pas réussi à faire grâce à l'intervention de la Turquie en Libye, grâce à ses frégates et à ses drones. Effectivement, alors la grande hantise des Émirats actuellement depuis ce qu'on appelle les révoltes arabes de 2011, c'est que les Émirats craignent, ou ont toujours craigné, l'accession au pouvoir dans les pays arabes à partir de 2011 d'entités ou de groupuscules favorables aux frères musulmans, et favorables aussi aux salafistes. Donc très tôt, les Émirats ont mobilisé à la fois des moyens militaires mais aussi des moyens financiers pour contrer l'arrivée au pouvoir des frères musulmans. Ouais. Donc ça explique un peu le soutien des Émirats à Haftar, qui a commencé dès 2015 la lutte antiterroriste à l'est de la Libye. Mais ça explique aussi pourquoi aujourd'hui les Émirats soutiennent Hamdan Daglo contre l'armée, qui est l'armée soudanaise, qui est connue pour avoir ses accointances avec les milieux islamistes au Soudan. Pourquoi les Émirats font la guerre aux frères musulmans et aux salafistes? Parce qu'ils savent que si les frères musulmans arrivent au pouvoir, ils ont aussi aidé l'Égypte à se débarrasser des frères musulmans et principalement de Morsi, parce qu'ils savent que si les frères musulmans, l'islam politique arrive au pouvoir en Égypte, en Libye, ça peut à terme aussi donner des idées aux islamistes émiratis et aux Émirats. Surtout après la normalisation. Les frères musulmans, si vous voulez, est l'antithèse des monarchies du Golfe. Donc c'est même parce qu'il faudrait aussi clarifier que même que l'islam politique et surtout les groupes terroristes qui se revendiquent de cet islam politique
sont financés et soutenus par Israël. Donc il y a des contradictions un peu qu'on n'arrive pas à saisir, parce que quand on se rappelle le Nusra, quand on se rappelle l'AQMI, l'État islamique, tout cela a été financé, soutenu, entraîné par la CIA et puis avec le Mossad aussi. Ça explique aussi pourquoi un pays comme l'Arabie Saoudite a aussi pendant un certain temps soutenu Haftar. Ça explique aussi le soutien massif de l'Arabie Saoudite à l'armée égyptienne pour se débarrasser aussi de Morsi. Donc aujourd'hui, les monarchies du Golfe craignent une émergence d'un islam politique qui va remettre en cause le pouvoir des familles traditionnelles au pouvoir dans les monarchies du Golfe. Alors, je vous remercie tous les deux. Alors, une petite pause musicale. On voudrait écouter un chanteur soudanais, Nimiri. C'est une belle chanson, très triste, mais ô combien importante pour l'unification du Soudan et la paix au Soudan. بلادي لطخت ملامح الأيادي بتسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي زمن سجم رماد بيحكم الفساد كتر فينا الممات والعملة في ازدياد شبابنا نص صاع والباقي منه ضاع يمكن يكون قدرنا انه نبتدي الصراع بلادي لطخت ملامح الايادي بتسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي يا ربي هم كيف إن شاء الله بس تمام أبوي ويما كيف أخوي واختي سلام قاتلني الشوق شديد ما برتوي بكلام خايف أكون نسيت مفاهيم السلام سوداني بشيل في كياني بوصل الأصالة في المعاني بالثواني لو شمالي بحارب التعالي باعتدالي لو جنوب بفرض المودة في شعوبي عمره الذهب ولا النفط. Voilà cette chanson de Nimiri qui a tout résumé. Et puis j'ai beaucoup aimé le style blues de cette chanson, ô combien triste, mais ça nous renseigne sur un État, un peuple qui n'a pas arrêté quand même de lutter pendant des années, sinon des dizaines d'années pour sa stabilité. Il est arrivé à la partition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au Soudan du Sud et le Soudan du Nord, le Darfour aussi, qu'on oublie. Et d'ailleurs, justement, les observateurs disent que continuer cette guerre fratricide pourra aboutir justement à séparer aussi le Darfour. Et c'est les richesses du Darfour qui intéressent un peu ces puissances qui interviennent. Alors, vous avez aimé cette chanson, Dr Ahmed Ben Saada? Allô? Alors, il n'est pas encore avec nous, il est avec nous. Allô? Oui, Dr Ahmed Ben Saada, vous avez aimé cette chanson-là? C'est une très belle chanson, ça m'a rappelé le mambo soudani de mon enfance. Voilà. Eh ben, ça remonte à loin, votre enfance, Dr Ahmed Ben Saada. Ça vous rajeunit pas? Oui. Non, pas du tout. Oui. Alors, justement, ce que disait tout à l'heure notre ami Monsieur Zine Sharfawi, cette ingérence, il y a des plans ourdis contre pas uniquement le Soudan, mais contre toute l'Afrique par justement ce nouvel axe du mal. Hein, docteur Ahmed Ben Saada? En défaut de certains pays, c'est d'être très riche et d'avoir des superficies très grandes. Et donc, ça attise la convoitise de nombreux pays à travers le monde qui n'ont pas ces richesses et qui n'ont pas ces étendues de territoire et qu'on cherche à diviser et pour mieux contrôler parce que en fait
tous ces pays-là, comme par exemple la Russie actuellement, ce qu'on lui reproche, c'est d'être immensément grande et d'avoir énormément de richesses. Et on aimerait bien la faire plier pour aller chercher certaines de ces richesses. Et c'est pour cela aussi que notre pays, l'Algérie, est toujours visé parce que justement, il a ces deux caractéristiques-là. Et si on ne fait pas attention, il risque d'avoir des problèmes de ce type-là dans n'importe quel pays qui a ses entre guillemets, ses défauts. En fait, je vais juste dire ce que certains analystes pensent des Émirats. L'histoire des Émirats au Soudan est celle d'une monarchie tribale relativement petite qui tente d'exercer une influence bien plus grande que son poids géostratégique. Et donc, l'intervention des Émirats d'un petit État, d'un micro-État, vient, au lieu d'aider à trouver des solutions un peu partout dans le monde arabe, vu la richesse de ce micro-État, cherche toujours à faire pourrir les situations. Et elle serait, à mon avis, très efficace pour les régler au lieu de les envenimer. Oui, oui. Malheureusement, l'intention, elle est claire. Justement, les Émirats, leur politique de ces derniers temps, elle est complètement... c'est un État qui est au service de puissance pour continuer le travail de SAP, pour d'abord désorganiser complètement l'unité arabe. Ils le font tout le temps, ils le font très bien d'ailleurs, comme aussi la déstabilisation de l'Afrique et de la région sahélo-saharienne. On a vu que même dernièrement, ils ont donné beaucoup d'argent justement au Maroc pour faire un travail justement dans ce sens, pour continuer à sévir politiquement dans la région sahélo-saharienne et éviter toute solution politique pour faire sortir ces pays sahéliens de la situation politique dans laquelle il se débat depuis des années. Donc voilà, la situation elle est très claire pour les Émirats. Vous en pensez quoi, Monsieur Zinchafaoui? Oui, absolument. Alors les Émirats sont dans une logique de déstabilisation des États. En fait, les Émirats, ils ont essayé de le faire avec l'Algérie, essayent de mettre les pays, certains pays arabes au service de leur agenda. Et pour servir cet agenda, ils n'hésitent pas à faire dans ce qu'on appelle des opérations d'ingérence. Donc, au nom de la lutte contre ce que je disais tout à l'heure, l'islam politique, donc c'est les Émirats arabes unis, par le biais de leur puissance financière, etc., ils essayent, quand ils ne peuvent pas acheter les États, alors ils essayent de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays. Donc, et comme vous venez de le dire, c'est un petit pays, donc avec des ressources minières plus ou moins limitées, excite la question du gaz et du pétrole. Donc ce sont c'est un pays qui va à la conquête de territoire. Donc ingérence, conquête de territoire, déstabilisation. Donc c'est un peu la panoplie des Émirats pour justement servir ses intérêts à la fois au Proche-Orient, mais aussi en Afrique et particulièrement dans la région Sahel. On le voit. Elle le fait avec le Soudan, elle le fait avec la Libye, elle essaye de le faire avec l'Algérie, mais l'Algérie est un morceau un peu trop grand pour les Émirats. Moi, je vous rappellerai le dernier classement des armées du monde. Donc l'Algérie, elle est classée à la 26e place. Donc l'ANP, l'Armée nationale populaire, est la 26e armée la plus puissante au monde. Donc elle est dans le top 50. Les Émirats ne figurent même pas dans ce classement. Non, donc, mais moi, je peux vous confirmer, les Émirats, militairement, ils ne sont rien du tout, parce que absolument. Même les pilotes qu'ils ont utilisés pour la Libye, moi, je l'ai constaté de visu en étant
à Dubai Air Show, que tous les pilotes, tout le personnel militaire, c'est des mercenaires qu'on recrute à coup ils donnent beaucoup d'argent, justement. Généralement, ce sont des Ukrainiens. Oui, il y a même de l'Asie, il y a même des pilotes asiatiques qui viennent de la région de l'Inde et du Pakistan aussi. Dans le cas de l'Algérie, par exemple, les Émirats, il y a une vingtaine d'années, avaient pratiquement, en Algérie, été privilégiés. Ils ont eu des marchés, etc. Ils se sont dit, voilà, nous sommes en terrain conquis, donc on va essayer de faire ce qu'on veut. Et là, aujourd'hui, ils se rendent compte que l'Algérie est différente des autres pays. C'est un pays qui tient jalousement à son autonomie, à son indépendance, à sa souveraineté. Il n'est pas question que ce pays puisse faire sa loi ici. Oui. Merci Zine Sharfawi. Je reviendrai vers Dr Ahmed Ben Saada juste pour poser une question. Le silence de l'Égypte par rapport à la situation soudanaise, et pourtant, ils sont frontaliers. Est-ce que ce n'est pas les investissements émiratis qui font que l'Égypte, elle regarde silencieuse un conflit d'un pays voisin et qui, en plus, est sur ses frontières, Dr Ahmed Ben Saada? L'Égypte a beaucoup de problèmes et dépendamment des pays, elle va choisir qui elle va soutenir. Dans le cas du Soudan, elle est beaucoup plus avec le général Burhan que le général Hamdati. Mais disons qu'il y a des collusions contre nature qui peuvent se passer, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en Libye, par exemple. Mm-hmm. Et donc, voilà des cas où pour les Émirats, c'est assez clair, déstabilisation des pays, mais pour l'Égypte, elle cherche à tirer son épingle du jeu dans différentes situations, surtout qu'elle a un gros problème en ce qui concerne les eaux du Nil, et donc le problème est beaucoup plus complexe que ça, parce que en fait les eaux du Nil passent tout d'abord par le Soudan. Donc il faudrait qu'ils aient des relations avec le Soudan qui leur permettent de bénéficier du débit assez conséquent du Nil. Alors, ce qu'on n'a pas abordé en fait, c'est le rôle des Émirats dans la normalisation des relations avec l'État d'Israël de la part des pays arabes. Alors, on se rend compte que les Émirats sont l'agent d'Israël et des États-Unis pour justement vendre l'idée de la normalisation. Et au-delà de ce qu'on a dit sur l'animosité envers l'Algérie, l'Algérie ne marchera jamais dans ce plan-là. Alors qu'on a vu que la plupart des pays qui collaborent avec les Émirats ont normalisé. Oui. Docteur Ahmed Ben Saada, Docteur Ahmed Ben Saada, désolé, nous arrivons au terme de notre émission pour laisser la place au flash d'informations. Donc je vous remercie d'avoir été avec nous à partir de Montréal et couvrez-vous bien. Et puis je remercie mon ami Zine Sharfawi d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je remercie aussi alors infiniment ceux qui nous donnent une qualité de travail qu'on offre à nos amis auditeurs et auditrices. Alors je remercie notre réalisateur M. Hafed à la réalisation, Yassine à la console technique, et puis l'équipe multimédia, Fazil et Soumia. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour nous donner une qualité de travail exceptionnelle qu'on offre à nos amis auditeurs et auditrices. Et paix à l'Afrique. Au revoir.